tête-à-tête entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le célèbre journaliste américain Tucker Carlson. Après avoir interviewé il y a un an Vladimir Poutine, Tucker Carlson, de retour à Moscou, a eu l'occasion d'échanger avec Sergueï Lavrov. Dans cette interview, le chef de la diplomatie russe a passé en revue plusieurs sujets d'actualité, notamment les perspectives du conflit en Ukraine, l'élection de Donald Trump ou encore la possibilité d'un affrontement direct et nucléaire avec l'Occident. Sur ce dernier point, Sergueï Lavrov a levé toute équivoque, estimant que l'idée d'une guerre nucléaire avec les États-Unis repugne la Fédération de Russie. Quelle interprétation faut-il donner à cette sortie de Sergueï Lavrov dans un contexte marqué par l'agression du territoire russe par des missiles à longue portée de fabrication américaine? Peut-on réellement, dans un tel contexte, écarter toute possibilité de frappe nucléaire? Entre autres, quelles en seront les implications? Voilà, mesdames, messieurs, les principales interrogations au cœur de cette autre émission du Point sur l'actualité, la dernière édition d'ailleurs de cette semaine, édition du 6 décembre 2024. Répondant aux questions du célèbre journaliste américain Tucker Carlson, le chef de la diplomatie russe a passé en revue tous les sujets d'actualité en rapport justement avec l'agression que subit la Fédération de Russie, notamment sur le plan géopolitique ou encore géostratégique. Il est revenu sur les derniers développements du côté de la Fédération de Russie, cette agression de l'OTAN avec l'utilisation aussi bien des missiles à longue portée de fabrication britannique Storm Shadow ou encore les missiles à longue portée de fabrication américaine Attack MS. Et pour Sergueï Lavrov, la possibilité d'une guerre nucléaire repugne la Fédération de Russie. Que faut-il comprendre par là? Nous tenterons bien sûr de cerner les contours de cette seule et unique thématique de la soirée aux côtés de nos invités. Chez Lou Lawson, vous êtes au Canada, plus précisément à Manitoba. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes le leader du projet panafricaniste Pyramide, le président du mouvement pour un Togo nouveau. Bonsoir à vous, chez Lou Lawson. Bonsoir mon frère et ami Guéné. Permettez-moi de saluer toute votre équipe, les techniciens et surtout la direction pour tout le travail qui est fait pour porter le flambeau de la panafricanité, donner l'heure juste à l'information. Nous sommes en guerre et donc l'information est un outil important pour ce combat. Et je salue donc tous les panafricains qui sont branchés à votre émission et qui portent avec vous cette clarté au niveau informationnel. Merci donc pour cette invitation. Je salue tous les copanélistes. Je vois Atangana. Je lui présente toutes mes déférences. Permettez-moi également, et comme je le fais toujours, d'évoquer le Togo. Pourquoi j'évoque toujours le Togo? C'est parce que le panafricanisme est basé sur l'humanisme fondamental. Et s'il y a des Africains, quelque part sur la terre d'Afrique, qui sont traités comme des moins que rien, qui sont maintenus dans des prisons comme l'avait fait le colon, eh bien, ça ne peut que révolter notre conscience. C'est pourquoi nous appelons tous les panafricains à soutenir les Togolais pour se débarrasser de ce régime soixantenaire qui tue, blesse les Togolais, qui fait en sorte que le Togo est devenu une prison à ciel ouvert. C'est un appel donc à se débarrasser du régime de Faure Gnassingbé. Merci pour cette invitation, Monsieur Nguéné. C'est nous que vous disons merci chez Lou Lawson pour cette disponibilité. Donc, son tête-à-tête avec Tucker Carlson, Sergueï Lavrov a également pointé du doigt l'hypocrisie de l'Occident en matière de défense des droits de l'homme, tout en utilisant ce prétexte pour intervenir dans n'importe quel conflit dans le monde. Les États-Unis et leurs alliés n'ont jamais évoqué les droits de l'homme en Ukraine, voyant pourtant ces droits de l'homme totalement annihilés par la loi pour la population russe ou encore russophone. Nous allons également cerner cette deuxième articulation de cet entretien entre Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et Tucker Carlson, le journaliste américain, entre autres, qui, on le rappelle, était de retour à Moscou un an pratiquement après l'interview accordée à ce journaliste par le président russe Vladimir Poutine.
Henri Atangana, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité. Je salue Che Lawson, avec qui j'ai toujours le plaisir de partager le plateau. Je salue toute la galaxie panafricaine qui nous fait le plaisir de nous suivre, de nous écouter et de nous donner la force de continuer à venir. Je salue tous les téléspectateurs, j'ai oublié personne. Et je remercie encore une fois For You Media Africa pour l'invitation. Voilà. Les perspectives du conflit en Ukraine, l'élection de Donald Trump ou encore la possibilité d'un affrontement direct avec l'Occident en faisant recours justement à l'arme nucléaire ou pas. Nombreux sont les sujets qui ont été abordés dans cet entretien que vous aurez l'occasion de vivre très prochainement, ou du moins dans les toutes prochaines heures, en intégralité sur les antennes de For You Media Africa. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, aux côtés de Tucker Carlson. Mais nous avons sélectionné un extrait et nous allons écouter. L'idée même d'une guerre avec les États-Unis qui serait nucléaire nous répugne. Notre doctrine militaire stipule qu'il est essentiel d'éviter une guerre nucléaire. C'est d'ailleurs nous qui avons proposé en janvier 2022 la déclaration conjointe des dirigeants des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle nous nous sommes engagés à faire tout notre possible pour éviter une confrontation entre nous, en reconnaissant et en respectant les intérêts et les préoccupations de chacun en matière de sécurité. C'était notre initiative. En revanche, l'Occident a totalement méprisé les intérêts russes en matière de sécurité en rejetant, à peu près au même moment, notre proposition de conclure un traité sur les garanties de sécurité pour la Russie et l'Ukraine dans le cadre de la coexistence et de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou à tout autre bloc militaire. En décembre 2021, la Russie a présenté ses préoccupations en matière de sécurité à l'Occident, à l'OTAN et aux États-Unis. Nous en avons discuté à plusieurs reprises, notamment lors de mon entretien avec Anthony Blinken à Genève en janvier 2022. Nos propositions ont été rejetées. Nous souhaitons donc écarter tout équivoque. Compte tenu des difficultés de compréhension dont font preuve certains à Washington, à Londres et à Bruxelles, nous leur enverrons de nouveaux messages s'ils ne parviennent pas à tirer les conclusions qui s'imposent. Totalement exterminés par la loi pour la population russe et russophone. Alors, quand on entend dire « résolvons le conflit sur la base de la charte », oui, mais n'oubliez pas que la charte ne concerne pas seulement l'intégrité territoriale. Et l'intégrité territoriale ne doit être respectée que si les gouvernements sont légitimes et s'ils respectent les droits de leur propre population. À vrai dire, rien de nouveau. En matière de politique étrangère, les États-Unis ont toujours cherché à créer du désordre avant de voir s'ils pouvaient pêcher en eau trouble. L'invasion de l'Irak, l'aventure libyenne, ou plutôt la destruction de cet État, la fuite d'Afghanistan. Ils essaient maintenant de revenir par une porte dérobée en utilisant les Nations Unies pour organiser des événements auxquels ils pourraient participer, alors qu'ils ont laissé l'Afghanistan dans un état déplorable, qu'ils ont gelé l'argent afghan et ne veulent pas le rendre. Si vous analysez la politique étrangère américaine, ou plutôt leurs aventures, vous vous rendrez compte qu'elle suit généralement un schéma. D'abord, ils créent des troubles, ensuite ils voient comment en tirer parti. Alors, cette première question, M. Lawson, que faut-il comprendre justement par l'idée même d'une guerre avec les États-Unis qui serait nucléaire nous répugne? Est-ce un message envoyé à l'Occident, de façon générale, par le chef de la diplomatie russe, au regard justement de tout ce qu'il énumère dans cette interview? Il dit, nous avons, du moins, durant cette interview d'une heure et demie, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a rappelé toutes les initiatives menées par la Fédération de Russie, notamment en décembre 2021, quand la Russie avait présenté ses préoccupations en matière de sécurité aux pays occidentaux, notamment la demande d'engagement de non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à tout autre bloc militaire. L'Occident a totalement méprisé les intérêts russes en matière de sécurité, a-t-il martelé par la suite. Mais on ne saurait dissocier cette interview justement du contexte vécu actuellement ou encore ces derniers jours avec l'agression du territoire russe par ces missiles à longue portée de fabrication britannique Storm Shadow ou encore américaine Attack MS. Quand il sort, le chef de la diplomatie russe nous dit que la possibilité d'un recours à l'arme nucléaire repugne la Fédération de Russie. Que faut-il comprendre par là, chez Lawson? Il me semble que la déclaration de Lavrov s'inscrit un peu dans, je dirais, ce que j'appellerais la stratégie américaine, la stratégie
guerrière américaine qui obéit à un certain nombre de paradigmes, ces paradigmes qui consistent justement à créer le désordre et quelque part à chercher à tirer profit. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le chaos que les États-Unis ont pris leur ascendant sur le monde, et ils estiment que pour pouvoir maintenir cela, il faut toujours continuer par créer ce type de chaos. Alors, les déclarations de Lavrov nous amènent quand même pour porter vraiment une grille de lecture politologique et analytique de cette déclaration, de convoquer l'histoire, des guerres, l'histoire des traités, et de voir un peu comment les États-Unis ont évolué dans le temps et dans l'espace. Et donc, en convoquant ces éléments-là, on pourrait donc se situer de façon très objective sur la pertinence de la déclaration du chef de la diplomatie russe. Alors, depuis le début du siècle, les États-Unis ont été impliqués à peu près dans 250 guerres, vous voyez, et les guerres les plus meurtrières. La bombe AH qui a été lancée sur Hiroshima et Nagasaki, c'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité que instantanément, toute une population, toute une ville puisse brûler de cette façon. Donc les dégâts occasionnés après le lâchage de la bombe sur Hiroshima, ça n'a pas arrêté les Américains. Quelques jours après, ils ont fait une deuxième tentative sur une deuxième bombe sur Nagasaki. Donc voyez-vous, alors le bilan est catastrophique, c'est complètement l'enfer, n'est-ce pas, pour le Japon. Ils ont même menacé de lancer la troisième bombe sur Tokyo, là où il y avait l'empereur. Et c'est parce que l'empereur, en tout cas son entourage, ont eu peur de mourir qu'ils ont accepté, n'est-ce pas, de capituler. Mais en réalité, il n'avait que les deux bombes en ce moment-là. Donc s'il avait la troisième, il le lancerait aussi sur Tokyo. Donc voilà un peu la doctrine américaine, c'est-à-dire la terreur pour que tous les autres pays, en tout cas, se mettent à plat ventre. Mais leur stratégie a été rattrapée par la capacité, en tout cas la science, n'est-ce pas, d'une autre puissance qui a été partenaire de cette Deuxième Guerre mondiale et qui a libéré l'Europe, la Russie. La Russie a perdu à peu près 1 million, n'est-ce pas, de soldats en libérant l'Europe, en libérant la France des mains des nazis aux côtés des Alliés. Alors, à partir de là, les Russes se sont aussi dotés de cette arme nucléaire. Et donc, il fallait trouver un moyen, un accord pour que le monde ne soit pas exposé justement à une guerre nucléaire qui allait mettre en danger l'espèce humaine. Et donc, il y a eu des traités. Je peux citer quelques-uns très, très rapidement en rafale. D'abord, le premier, c'était en 1968. Ça s'appelle le TNP. C'est-à-dire, c'est le traité de limitation et de prolifération des armes nucléaires. Alors, l'objectif, c'était de limiter la prolifération, de promouvoir, n'est-ce pas, la non-utilisation de l'arme nucléaire. Ce traité, les États-Unis l'ont bien signé avec la Russie, mais on a remarqué que les Américains ne l'ont pas respecté, puisqu'ils ont permis à leurs alliés, notamment à l'Israël, de pouvoir se doter de cette arme nucléaire. En 1996, il y a eu un autre traité qui s'appelle Traité d'interdiction complet des essais nucléaires, le TICE, TICE, et là aussi, on a remarqué que malgré que cet accord a été signé, ça n'a pas été respecté. En 1987, il y a eu un autre traité qui s'appelle le INF, également, qui consiste justement à ce que les armes balistiques, les armes nucléaires, leur utilisation soit pouvoir contrôler et assurer la paix et la sécurité mondiale. On a remarqué que c'est les Américains plutôt, à la fin de la guerre froide, qui ont décidé de pouvoir se retirer de ce traité, et à partir de là, les Russes, qui, d'une certaine manière, ont une doctrine qui consiste à ne pas
utiliser l'arme nucléaire comme une arme offensive, mais plutôt défensive. Et on a vu dans la dernière période que les Russes sont obligés, face à la menace de l'OTAN, à le fait que le chef de la diplomatie américaine, Baker, a promis à Gorbatchev que l'OTAN n'allait pas bouger d'un seul iota s'il permettait à ce que l'Allemagne se réunisse, ce que les Russes ont fait, mais néanmoins cette parole n'a pas été respectée puisque Bill Clinton a signé, n'est-ce pas, cette doctrine qui devrait pousser l'OTAN à pouvoir continuer par phagocyter toutes les républiques qui faisaient partie de l'URSS. Donc, depuis la fin de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui, plus de 1000 kilomètres, n'est-ce pas, de profondeur a été la stratégie de l'OTAN de pouvoir encercler la Russie. Et donc, il me semble que les Américains sont un peu en train de toujours utiliser cette doctrine de terreur, de créer le chaos, et les exemples qu'a cité le chef de la diplomatie russe est tout à fait éloquent. Quand on parle de l'Irak, quand on parle de la Libye, avec toutes les conséquences qu'on connaît pour l'Afrique, quand on parle de l'Afghanistan, avec le chaos, et finalement, on a le sentiment, effectivement, qu'il faut entretenir le chaos, le désordre, et après, on revient par l'ONU avec des aides humanitaires pour toujours avoir le contrôle sans répondre aux crimes de guerre, au génocide, au chaos créé par cette guerre insensée et qui ne se justifie pas. Tous ceux qui ont mené cette guerre ne sont même pas inquiétés ni par la Cour pénale internationale, ni par la Cour internationale de justice, puisqu'ils ont le droit de tuer, et ce droit-là, personne d'autre ne devrait l'avoir qu'eux. Et donc, il me semble aujourd'hui que la question que pose, n'est-ce pas, ou la démarche de l'URSS, de la Russie, pardon, est tout à fait justifiée, puisque Poutine a souhaité à ce qu'il y ait une paix au niveau de l'Europe, de l'OTAN. Il a même cherché à faire partir de l'OTAN à un moment donné, mais on a l'impression que nous sommes dans la ruse, nous sommes dans une façon un dîner de cons à chaque fois, et les accords ne sont pas respectés. À partir de là, il me semble que la Russie est tout à fait fondée de pouvoir revoir sa doctrine, son positionnement pour s'assurer de sa sécurité, puisque les partenaires ne sont pas sérieux, ne respectent pas leurs paroles. Voilà ce qu'on peut dire de façon ramassée sur non seulement l'historiographie des traités de non-prolifération nucléaire et balistique, le non-respect de ces traités, et surtout la doctrine des États-Unis qui consiste à créer les guerres et ensuite à chercher à tirer profit pour garder une forme d'hégémonie qu'il a pu avoir à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, M. Chieloulosson, c'est bien de mettre tous ces faits historiques sur la table pour mieux cerner aujourd'hui le contexte sécuritaire de façon générale. Mais est-il en train d'écarter ou pas la possibilité d'avoir recours à l'arme nucléaire compte tenu de l'escalade actuelle? Tout à l'heure, j'évoquais justement ces agressions à répétition que subit la Fédération de Russie. Il y a de cela 2 semaines, nous parlions déjà sur ce même plateau de ces missiles à longue portée utilisés par l'Ukraine pour frapper en profondeur le territoire russe, que ce soit de fabrication américaine ou encore britannique, sans toutefois oublier également la position de la France qui se précise également de plus en plus. La Fédération de Russie, ou du moins le chef de la diplomatie russe, est-il en train d'écarter ou pas la possibilité d'avoir recours à l'arme nucléaire? Si oui, quelles en seront les implications? Peut-on réellement imaginer la Fédération de Russie en train d'employer ces mesures chez Chieloulosson? De notre point de vue et de notre analyse, si nous considérons la doctrine russe en termes d'utilisation des armes nucléaires et des armes balistiques, si nous tenons compte de l'histoire ou de l'histoire de ce pays et également de la vision de ses dirigeants, j'ai envie de citer 2 auteurs. Le premier, c'est Mandela, qui dit que c'est toujours l'oppresseur, non pas l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura d'autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ce n'était qu'une forme de légitime défense. Et donc, la doctrine russe s'inscrit dans cette logique, c'est-à-dire que si
la sécurité du territoire russe, des Russes sont menacés, eh bien, ils seront en position, malgré eux, de se défendre, et leur défense, eh bien, ils vont faire recours à tout ce qu'ils ont comme arme pour se protéger et également pour assurer la sécurité de leur pays. De cette condition, eh bien, nous sommes en train d'aller vers l'escalade vers une guerre nucléaire, et cela, tout le monde est conscient que c'est l'espèce humaine qui est en danger de ce point de vue. Il n'y a eu jamais de guerre nucléaire où on peut imaginer, dans le pire des scénarios, que quelqu'un, en tout cas un pays, sortirait vivant, d'une certaine manière. Donc, c'est un risque énorme, non seulement, et c'est pourquoi cette ligne rouge ne devrait pas être franchie. Mais si on oblige la Russie à cette situation, bien évidemment que ceux qui le provoquent verraient les conséquences de cela. Et l'autre élément, quand même aussi, l'autre citation que je veux citer, c'est un auteur qui dit essentiellement qu'il connaît 1000 façons de sortir l'ours de sa tanière, mais il ne connaît pas une seule manière de pouvoir la retourner. Donc on peut provoquer les Russes, mais on ne sait pas, en tout cas, la réaction des Russes. Eh bien, c'est tout à fait sera à la hauteur de la provocation. Donc ici, nous sommes devant une démarche, une stratégie, une logique de défense et de protection, et on ne comprend pas la volonté, n'est-ce pas, des anglo-saxons, des néoconservateurs, de chercher à s'attaquer à la Russie, à la dépecer parce que c'est une terre riche. Ils ont réussi par toutes sortes d'entourloupes, de mécanique assez, de subterfuge, n'est-ce pas, à ne pas respecter les accords en utilisant la ruse et tout ça pour que l'URSS accepte, n'est-ce pas, à la fin de la guerre froide, de pouvoir aller vers une forme de paix. Mais cette paix, on a vu que c'est retourné contre la Russie, puisque tous ces États ont été phagocytés. Aujourd'hui, on a porté même la guerre, n'est-ce pas, le chaos à ses frontières, à travers cette guerre montée de toutes pièces par l'Ukraine, et qui a fait plus de 600 000 morts pour complètement, aujourd'hui, pour des raisons complètement farfelues qui ne se justifient pas d'une certaine manière. Donc, ils sont prêts à aller jusqu'au chaos pour maintenir leurs avantages, pour maintenir le capitalisme dominant. De ce point de vue, eh bien, il y a une limite, il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et s'ils continuent à franchir cette ligne rouge, eh bien, nous estimons que c'est l'humanité qui est en danger. Et de ce point de vue, il faut donc être assez mesuré, responsable. Et c'est là où nous apprécions, en tout cas, les autorités russes, tout ce qu'on dit sur eux, toutes les campagnes de dénigrement, on les a peignés de fous, de dictateurs, etc. Mais on comprend aujourd'hui que c'est des gens assez responsables qui ont la mesure, n'est-ce pas, qui ont une conscience historique, qui ont la mesure de leur capacité, ils sont conscients, n'est-ce pas, des armes puissantes qu'ils utilisent, et ils ne sont pas là pour travailler ou en tout cas comploter contre le sort de l'humanité. Ils veulent un monde multipolaire, diversifié, de respect pour assurer l'équilibre mondial. Ils ne sont pas là pour créer le chaos. Par contre, comparativement, si on compare, on est dans un parallélisme de forme, on voit toutes les guerres que les États-Unis ont menées, on voit sa stratégie de projection militaire à travers le monde avec ses bases, c'est plus de 800 bases militaires, et d'ailleurs certains encerclent la Russie. On voit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est un va-t-en-guerre, qui a une politique de désordre, de chaos, de violence, et c'est par là où tire sa force. Et puis il y a d'autres qui appellent la raison, qui appellent quand même à créer des conditions de paix, de vivre ensemble, mais qui ne sont pas écoutés d'une certaine manière. Donc, à un moment donné, eh bien, il me semble qu'il va y avoir un effet boomerang, et ceux qui ne tablent que sur la guerre finiront par payer le prix de cette guerre, et eux-mêmes, ils sont exposés à une forme de disparition si jamais on devait aller vers des confrontations nucléaires.
Ça veut dire qu'on n'écarte pas cet affrontement nucléaire, M. Chelou Lawson. Mais à qui sera-t-il profitable? On rappelle justement, vous l'avez évoqué dans votre intervention, cette doctrine russe sur le nucléaire, la doctrine d'ailleurs qui a été mise à jour au mois de novembre dernier, conformément à cette dernière, une agression contre la Russie et ses alliés par un pays non nucléaire avec le soutien d'un État nucléaire sera considérée de facto comme une attaque menée conjointement. En outre, la Russie peut utiliser les armes nucléaires en cas de menace grave pour sa souveraineté, son territoire, son intégrité territoriale, ou encore l'État allié qu'est la Biélorussie. La doctrine revisée comprend également la liste des pays contre lesquels la dissuasion nucléaire est mise en œuvre et les conditions de son utilisation, y compris le lancement de missiles balistiques visant notamment le territoire russe. Alors, Henri Tangana, quand vous écoutez le chef de la diplomatie russe, on a l'impression aujourd'hui, à l'image de ce que disait Chelou Lawson, qu'on prend en considération toutes les éventualités. Affrontement direct ou pas, ou encore affrontement nucléaire, toutes les possibilités sont prises en considération. Mais si on en arrive là, à cet affrontement nucléaire, il sera bénéfique à qui, Henri Tangana? Dire à qui l'affrontement nucléaire sera bénéfique, c'est être Madame Soleil. C'est très difficile de dire. On ne peut pas vraiment dire à qui un affrontement nucléaire sera bénéfique. On ne sait pas comment ça va se passer. Personne ne sait comment ça va se passer, surtout que les armes nucléaires actuellement sont très puissantes. Mais là, nous avons des signaux de plus en plus visibles, Henri. Nous avons des signaux. L'agression permanente du territoire russe, ces missiles à longue portée, l'incompréhension totale d'ailleurs du discours russe jusqu'ici, les difficultés de compréhension des exigences, voire des conditions préalables mises sur la table depuis 2021. Sergueï Lavrov a évoqué certaines d'entre elles, entre autres la demande d'engagement de non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou encore à tout autre bloc militaire jusqu'ici qui ne sont pas respectés, entre autres. On a l'impression que petit à petit, ces signaux sont clairement mis au devant de la scène et que tôt ou tard, nous ferons face à cet affrontement nucléaire qui se dessine. Oui, ça c'est une bonne lecture, en tout cas une lecture très réaliste de la chose. Et à côté de cette lecture très réaliste, on oppose souvent une lecture intellectuelle, c'est-à-dire de dire que le bon sens veut que personne n'utilise, parce que l'utilisation sera l'anéantissement de tout le monde. Voilà, déjà pour qu'on comprenne ce que c'est que l'anéantissement de tout le monde, je voulais d'abord expliquer qu'on se fasse un ordre de grandeur. Parce que les gens ne se font pas un ordre de grandeur de ce que c'est qu'une bombe nucléaire. Le seul ordre de grandeur qu'ils ont, c'est Hiroshima et Nagasaki. C'est déjà, ça fait déjà peur, très peur. On rase une ville facilement. Il faut bien savoir que les bombes nucléaires aujourd'hui, c'est Hiroshima, Nagasaki, 100 fois. Une seule tête. 200 fois certaines. 300 fois la puissance. Il faut savoir aussi que ces bombes nucléaires ont des vecteurs, qui sont des missiles. Et que parfois, un seul missile peut porter 6 têtes. Donc, si on jette sur une grande ville comme Paris, comme Washington, 6 têtes nucléaires, dont chacune est 400 fois la bombe de Nagasaki, vous imaginez les dégâts. On a même du mal à imaginer ces dégâts-là. D'abord, le souffle de l'explosion, les températures qui vont aller de là, et puis la radioactivité qui va se dégager de la ville pendant plusieurs années et ne pourra pas être habitée. Vous allez me dire que oui, vous allez peut-être être dans un autre coin du monde, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, rien que les vents qui viennent d'Afrique arrivent en Europe et ils font le tour du monde. Et ces vents-là transportent des poussières radioactives. Et la radioactivité a ceci de spécial, c'est que dès qu'elle te bombarde, toi-même tu deviens radioactif. C'est-à-dire quand vous êtes un arbre est bombardé de façon radioactive, l'arbre, lui, devient radioactif et bombarde le reste. Donc,
je ne sais pas si on a une idée. Donc, c'est très difficile de dire qui va survivre, qui ne va pas survivre. Mais avez-vous l'impression que les belligérants qui brandissent cette menace nucléaire sont bel et bien conscients de tous ces risques, Henri? Oui. Avez-vous l'impression que tous ceux qui brandissent la menace nucléaire aujourd'hui sont conscients de tous les risques que vous évoquez? Oui. En tout cas, quand les hommes politiques parlent, enfin, sauf s'ils sont vraiment des analphabètes, je ne crois pas quand même qu'à la tête des pays, de nos pays, on a des analphabètes. Je veux dire que tout homme politique aujourd'hui qui est en état-major sait que les bombes nucléaires aujourd'hui sont 400 fois celles d'une seule tête de Nagasaki. C'est des informations qu'ils ont. Et alors, je reste encore sur ce côté. Et puis, à côté de ça, c'est l'approche intellectuelle. Il y a l'approche matérielle, comme vous avez dit, l'approche pratique, qui est que si vous essayez d'attaquer la Russie, vous pouvez avoir la doctrine que vous voulez, il n'y a aucun pays qui va se laisser envahir. Vous essayez de battre la Russie, à un moment, elle va déclencher l'arme nucléaire. Ce sera la même chose pour tous les autres pays. Ne vous faites pas d'illusions. Il n'y a jamais eu une guerre où vous avez battu quelqu'un qui avait une arme qui peut vous arrêter. C'est l'approche, en revanche, pratique que vous avez. Dites que, voilà, ça c'est pratique. Si vous dites que vous attaquez la Russie, vous avez commencé par une guerre conventionnelle. Mais si la Russie se sent débordée, vous ne pouvez pas me dire qu'elle va dire « je laisse qu'un pays vienne me dominer, vienne me prendre en otage, je laisse ma bombe nucléaire ». Ça, il faut être un rêveur pour penser ça. Je dis que si Hitler avait eu la bombe nucléaire, au moment où il a senti qu'il était en danger, il aurait appuyé sur le bouton nucléaire. Je rappelle quand même en passant que pour moins que ça, les États-Unis ont utilisé la bombe nucléaire alors qu'il n'y avait aucun danger contre eux. De un. Alors que la guerre était presque finie. Les États-Unis ont utilisé les bombes nucléaires pour faire une démonstration de force au monde. Ça veut dire qu'il faut imaginer ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire qu'en fait, nous étions enfin allés regarder les dates. La guerre était presque finie. Les gens étaient en train de capituler. Et ils ont déjà cette guerre-là, ils veulent prouver au monde qu'ils sont puissants. Ils lancent cette bombe et tout le monde est terrifié. Le monde entier est terrifié. Et c'est la raison pour laquelle ils vont prendre le leadership du monde. Et que d'ailleurs, Theodore Roosevelt sa théorie du Big Stick Ideology, c'est-à-dire que la politique du gros bâton, eux ils disaient souvent, parle aux gens gentiment, mais il faut toujours avoir le gros bâton. C'est une façon de dire que s'ils n'écoutent pas quand vous parlez gentiment, ils vont taper sur vous. Ça, c'est la doctrine américaine. C'est une doctrine théorisée depuis Theodore Roosevelt. Et à partir de ce moment, ils se sont dit, nous sommes puissants et on doit diriger le monde. D'abord parce qu'ils le faisaient avant, c'est-à-dire qu'ils se sont enrichis avec l'esclavage. Et puis après, ils se sont enrichis à partir de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était eux les fournisseurs. Oui, les fournisseurs des produits de guerre. Parce que les pays en guerre avaient besoin de produits en Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale va enrichir les États-Unis. On ne le vous dit pas souvent assez. C'est eux qui fournissaient tout le matériel militaire. Et comme vous le savez très bien que dès qu'un pays commence à vendre à l'étranger, la balance de paiement devient excédentaire. Et puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont peut-être participé, mais ils n'ont fait qu'un débarquement en Normandie. Pourquoi est-ce qu'ils ont connu la guerre sur leur sol? Très peu. Très peu. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, même les boîtes de conserve corned beef venaient des États-Unis. Oui, ça venait des États-Unis. Ils avaient, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, 75% du stock d'or mondial. Pour rappel, les monnaies à l'époque étaient étalonnées à l'or. Ça veut dire que quand vous vendez, vous avez des devises. En réalité, ces devises sont convertibles en or. Voilà, donc le pays vous donne de l'or parce qu'il y avait une équivalence stricte. Voilà. Et après cette démonstration de force, on va créer l'ONU.
On va créer l'ONU parce qu'on ne voulait plus ça. Les Européens ne voulaient plus la guerre. Parce que ces guerres étaient dévastatrices. Quand on pense à l'idée de la guerre, ça fait rire. Quand on vous dit on va s'attaquer, ça fait rire. Mais quand après une guerre, vous regardez les bilans, vous vous dites mais pourquoi on a fait ça? C'est ça qui est en train de se passer en Ukraine. C'est ça qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. On a créé l'ONU. On a créé l'ONU pour que les États se rencontrent pour qu'il n'y ait plus de guerre. Donc, pour un endroit de débat. Qu'est-ce qu'est devenu l'ONU? Cet endroit de discussion. Un espace contrôlé par les Américains. C'est ça qu'est devenu l'ONU. Et dans l'ONU, ils se sont dit, nous, on est les plus forts, nous, on parle, et vous, vous taisez. Ils ont commencé à prendre tous les autres pays en disant, ben, rentrez à l'OTAN, nous allons vous protéger militairement. Monsieur Nguéné, contre qui? Les pays de l'OTAN sont protégés par les États-Unis contre qui? Mais pourquoi les gens ne se posent pas cette question? Il y avait la guerre froide, il y avait un équilibre, oui, mais personne n'a jamais vraiment pensé que pendant la guerre froide, l'arme nucléaire allait être utilisée. Parce que, évidemment, après l'utilisation des bombes de Hiroshima et de Nagasaki, tous les pays vont aller à la course à la guerre, à l'arme nucléaire. Et les États-Unis ne veulent pas. Vous vous souvenez des sanctions contre l'Iran qui voulait obtenir l'arme nucléaire. Des sanctions en tout cas contre tous les pays qui essayaient d'avoir l'arme nucléaire sans l'approbation des États-Unis, sans qu'ils ne soient vassalisés par les États-Unis. Je vais passer dessus, sinon on risque de rester longtemps. Monsieur Che Lawson a fait une introduction brillante, historique, qui permet de voir ça, de voir comment ça s'est passé. On se retrouve alors avec un pays qui arrive aux États-Unis, qui dit, bon voilà, on contrôle l'ONU, on crée une armée appelée l'OTAN, qui est sous notre contrôle, et on dirige le monde. Ils vont demander à tout le monde, parce qu'il faut quand même expliquer comment on en est arrivé à ce que le dollar devienne la monnaie de référence dans le monde. Les États-Unis, parce que quand il y avait des échanges, comme les monnaies correspondaient alors, il y avait des échanges d'or aussi. Par exemple, si je vends aux États-Unis et que j'ai plein de dollars, à un certain moment, je dis, bon, voilà, j'ai des dollars, donne-moi l'or. Puisqu'il y avait une équivalence. Le papier n'était qu'une représentation de l'or que j'ai. Ça facilitait la transaction. Mais à un moment, il fallait quand même équilibrer en échangeant de l'or. Vous imaginez que des tonnes d'or se promenaient dans le monde. Et les États-Unis viennent et disent, non, arrêtez ça, laissez l'or chez moi, utilisez le dollar, mais le jour où vous avez besoin de l'or, venez. Comme ça, les transactions sont facilitées. Tout le monde dit oui, même s'il y a des méfiances. Je dis bien qu'il y a des méfiances. Parce que pendant qu'on crée Bretton Woods, à partir de ce moment-là, évidemment, les négociateurs américains voulaient déjà que le dollar soit une monnaie de référence. Et il y avait le célèbre Ménard, que tout le monde connaît, que tous les économistes connaissent, qui pour sortir Henri, déjà que le dollar ne soit pas une monnaie de référence. Parce qu'on connaît les conséquences de ce que c'est qu'une monnaie de référence. Il proposait déjà les droits de tirage spéciaux. Sauf qu'à partir de ce moment-là aussi, il proposait que les droits de tirage spéciaux soient adossés à rien. C'est-à-dire que ce soit une monnaie flottante. Voilà. Et les États-Unis ont dit non, voilà, nous préférons l'or. C'est important tout ça, parce que ça va expliquer pourquoi les États-Unis veulent rester dominateurs. Quand ils vont imposer de détacher leur monnaie du dollar, ils deviennent le seul pays qui n'achète rien dans le monde, mais qui prend, puisque le dollar n'est plus relié à rien. C'est pour ça que je voulais expliquer tout ça, pour que les gens comprennent ce que c'est que le dollar. À partir de 1971, ils disent, bon voilà, vous avez des dollars, mais nous on ne transforme plus ça en or. Et vous savez pourquoi personne ne dit rien? Mais parce qu'ils ont peur des États-Unis. Ils ont peur de la puissance militaire américaine. Il faut que les gens comprennent ça, parce qu'ils vont comprendre, comme M. Che l'a expliqué, quand vous avez un pays belliqueux qui passe tout son temps à vouloir dominer le monde. Il n'y a que ça. Si vous ne comprenez pas ça, le reste, vous n'allez pas comprendre. Alors voilà un pays qui a du papier, parce qu'il a décidé de façon électorale que lui, quand tu as du dollar, il ne te donne plus de l'or.
Bref, il confisque ton or. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Et qui a créé un papier que tout le monde prend. Ça veut dire que c'est l'un des pays du monde qui n'achète pas dans le monde entier, qui prend. Voilà. Et ils sont allés convaincre les pays vendeurs de pétrole aussi de vendre qu'en dollars. Et vous croyez que les pays de l'OPEP ont accepté pourquoi? Mais parce qu'ils avaient peur. L'Arabie Saoudite a demandé la protection des États-Unis d'aller dans le temps. Et du moment que quelqu'un vous protège militairement, ce qu'il vous dit, vous l'impose. Pour sortir, Henri, pour sortir. Oui, je sais que ça prend du temps, je m'excuse. Pour preuve, quand vous bombardez les Arabes en Palestine, l'Arabie Saoudite ne dit rien. Pourtant, c'est les Arabes. Vous avez donc un pays, je sors par là, qui veut garder sa supériorité. Et pour garder sa supériorité, il doit dominer tout le monde, même la Russie. Et quand vous avez à côté un pays qui dit « moi, je ne veux pas être dominé », c'est ça qui justifie l'encerclement de la Russie par l'OTAN. Je pourrais expliquer pourquoi géopolitiquement, mais on reviendra peut-être une autre fois. Effectivement, Henri Tangana, sur le terrain, les choses bougent pendant que le chef de la diplomatie russe accordait cette interview à Tucker Carlson. De l'autre côté, le président russe, aux côtés justement de son homologue biélorusse, paraphait un accord sur les garanties mutuelles de sécurité. Le document contient des obligations bilatérales visant notamment à assurer la sécurité mutuelle et notamment il comprend des dispositions relatives au déploiement d'armes nucléaires tactiques russes sur le territoire biélorusse. Ce déploiement vise à faire face à d'éventuelles provocations sur le flanc ouest de la Biélorussie. Une partie du traité porte sur la doctrine nucléaire actualisée par la Russie qui prévoit une réponse nucléaire de Moscou en cas d'attaque contre la Biélorussie et en tant que membre de l'Union Russie-Biélorussie. La Russie peut appuyer sur le bouton rouge en cas d'attaque d'armes conventionnelles contre la Russie et ou la Biélorussie en tant que membre de l'Union, ce qui représente aujourd'hui une menace critique pour leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Alors chez Lou Lawson, les choses se précisent de plus en plus. Voici un nouvel accord sur les garanties mutuelles de sécurité entre la Russie et la Biélorussie. De l'autre côté, la sortie du chef de la diplomatie russe. Alors, avez-vous l'impression aujourd'hui qu'on mesure suffisamment les implications de ce vers quoi on se dirige inéluctablement? Il me semble qu'il faut quand même toute proportion garder, croire encore, n'est-ce pas, à la raison. À la raison, n'est-ce pas, de la conscience humaine, dans la mesure où, au-delà des conflits, il faut avoir le sens de l'humanité, le sens du cosmos, de comprendre que nous sommes, je dirais, des êtres faibles qui, quelque part, n'ont pas le contrôle sur la trajectoire même du cosmos, la trajectoire du vivant. Mais qui doit faire preuve de raison? Qui doit faire preuve de raison ou encore d'humanité dans un tel contexte chez Lou Lawson? Pardon, j'ai manqué à ce point. Alors, je demandais qui doit faire preuve de raison ou encore d'humanité dans un tel contexte? L'agressé ou alors l'agresseur? Voire les deux parties. Bien évidemment que les deux parties. Et il faut remarquer que les autorités russes, en tout cas le président Poutine, envoie des signaux, des messages à l'Occident, mais l'Occident s'enferme dans une forme d'autisme, de folie de grandeur, d'impérialisme néocolonisé qui ne comprend pas cette leçon. On pense que c'est du bluff. Ils ont le sentiment de pouvoir utiliser la ruse et le mensonge pour pouvoir affaiblir la Russie et le démanteler. Si la Russie avait accepté à la fin de la deuxième guerre, à la fin de la guerre froide, de pouvoir faire un certain nombre de concessions et même d'adopter la démocratie qui a fait en sorte que
les États de l'URSS ont d'une certaine manière, en tout cas le périmètre de sécurité de la puissance russe s'est émietté, et quelque part la Russie s'est inscrite dans une logique d'un monde juste, d'un monde de respect mutuel, où ce n'est pas la belligérance, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la violence qui doit diriger, je dirais, les mécanismes de vivre ensemble. Je crois que la Russie s'est inscrite dans cette logique-là. Elle s'est rendue compte qu'elle a affaire avec des gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui sont sans foi ni loi, qui ne sont guidés que par un seul but, la puissance pour écraser les autres, la domination, l'hégémonie. Et donc, ils font preuve de toutes sortes de ruses, de techniques, et qui, in fine, met en danger la vie sur Terre. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de là, il faut se protéger si on veut exister. Et se protéger, c'est justement comprendre qu'il faut s'armer. Et c'est ça aussi, et c'est là où la Russie a réussi quand même à comprendre très rapidement le jeu de l'Occident, des Américains, et a su mettre en place un certain nombre de dispositifs qui parfois ne sont pas visibles, mais qui sont aussi puissants, qui répondent à la menace. Vous voyez, quand vous voyez un peu l'arsenal que la Russie s'est construite, mais c'est absolument impressionnant. On ne peut pas avoir une idée parce que la plupart partie relève du secret défense. Vous voyez, mais d'une certaine manière, quand on voit la puissance de cet armement, ceux qui osent attaquer la Russie sont en train de rêver, d'une certaine manière, parce que sa stratégie de défense est une combinaison des armes nucléaires, et sur ce point, la Russie dispose, et tous les grands stratèges militaires s'accordent là-dessus, que la Russie dispose de plus de 4500 ogives nucléaires. Et ces ogives nucléaires, Atangana l'a dit tout à l'heure, c'est plus que, c'est 20 fois, 30 fois, 100 fois la bombe d'Hiroshima. Et donc, en termes de dégâts et de puissance, c'est-à-dire que l'esprit humain ne peut pas se l'imaginer, cette capacité. Donc, plus de 4500 ogives nucléaires. Et ça, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, et ça, c'est encore absolument phénoménal. Alors, donc, il y a ce dispositif nucléaire. Ensuite, ils ont développé des armes hypersoniques. Les armes hypersoniques, c'est des armes qui se déplacent à une vitesse qui sont au-delà de la vitesse de son. On parle de 10 Mach, on parle de 17 Mach pour des missiles supersoniques. Oui, ça veut dire que c'est des armes qu'on ne peut pas arrêter. Et ces armes hypersoniques portent des ogives nucléaires. Oui, donc, à l'image du dernier lancé par la Russie, les missiles hypersoniques Orychnik. Le président russe en a fait la démonstration lors d'un discours télévisé, récemment encore chez Lawson. Exactement, et ça c'est un essai, tout simplement. C'est un essai, et ces armes-là, cet essai, n'étant pas porteurs d'ogives nucléaires, alors qu'ils peuvent porter 4, 5, 6 ogives nucléaires pour un seul missile. Et donc vous voyez que devant cet arsenal, et donc il y a une combinaison des armes nucléaires, des armes hypersoniques, et ces armes hypersoniques, leur capacité aussi, c'est de sortir de l'atmosphère pour rentrer dans la stratosphère, et c'est là où ils prennent encore plus de puissance avec leur vitesse de croisière, et de ce point de vue, tous les points du globe leur sont accessibles à une vitesse phénoménale. Et c'est ça, là, le danger. C'est-à-dire que vous rentrez dans une forme de guerre où vous ne pouvez pas contrer les armes de l'ennemi, vous ne pouvez que les subir. Alors, la stratégie des Américains, c'est de pouvoir déployer ce qu'on appelle une projection militaire.
C'est-à-dire que les États-Unis n'ont jamais fait de guerre, en tout cas contre un État sur leur territoire. Une guerre aux États-Unis sur le territoire américain va être très difficilement gérée. C'est-à-dire que pas d'électricité, pas d'eau, ou encore une attaque nucléaire, la population américaine ne peut jamais faire face à ça, encore devant une situation où ils n'ont jamais vécu la guerre sur leur territoire. Donc les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un déploiement, c'est-à-dire que de plusieurs points du globe, que ce soit dans les mers, dans les airs, ou entourant la Russie, ils peuvent contre-attaquer par ces 800 à 1000 bases qu'ils ont un peu partout dans le monde. Donc, ils ont déplacé la guerre vers les autres. Mais nous sommes dans une situation où ils pensent qu'en envoyant également des armes nucléaires sur la Russie, sur le territoire russe, et donc la Russie n'aura pas la possibilité de pouvoir se défendre avec le temps de pouvoir lancer ces armes, ces missiles. Et c'est là où ils se trompent d'une certaine manière, parce que ici, la technologie est rentrée en jeu. La science fondamentale est rentrée en jeu. C'est-à-dire que nous quittons les armes conventionnelles pour rentrer dans quelque chose qui est absolument, du point de vue de la science, extraordinaire. On ne peut pas imaginer comment des scientifiques sont arrivés à concevoir des armes qui, non seulement sont capables de pouvoir... des armes spatiales, par exemple, qui sont où tous les satellites là, qui permettent à l'armée américaine d'avoir ces armes en réseau, parce que les avions, les F-16 ou les F-35, c'est des types d'armes qui fonctionnent en réseau, c'est-à-dire que des données en temps réel qui permettent au pilote, qui permettent à l'avion, même si l'avion est dronisé, de pouvoir atteindre ces cibles. Alors si on coupe l'Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité de communication entre les satellites, comment on l'appelle, le centre de commandement et ces armes, c'est toute la structure qui est désorganisée. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la Russie dispose des armes qui vont atteindre ces satellites et pouvoir les détruire. Et donc nous sommes là dans des formes, n'est-ce pas, de conflits que le monde n'a jamais imaginé, et personne ne peut imaginer la suite ou sortir vivant de cela. On parle donc des airs, on parle de l'espace, on parle également des mers. Et donc, la dernière fois, quand ils allaient faire leur essai, eh bien, le dispositif, les États-Unis, les Russes ont mis en alerte tout leur dispositif. Donc, au niveau de la mer Noire, au niveau des airs, et également, on a vu le déplacement d'un certain nombre d'ogives nucléaires. Et donc, nous ne sommes pas en train de blaguer. Alors, quand vous passez en revue, ne serait-ce ce que nous savons, qui est l'infime partie de ce dispositif, eh bien, c'est absolument impressionnant. En ce qui concerne les missiles, les ICBM, eh bien, la Russie en dispose à toutes sortes. On parle de RS-24 qui sont d'une puissance incroyable, jamais inégalée. On parle de RS-28 qu'on appelle le Sarmat, ou certains appellent Satan. Ces armes-là, en tout cas d'une conception du point de vue militaire, est très difficile non seulement à intercepter, mais quand même aussi leur capacité de destruction qui fait que nous ne sommes plus dans des types de guerres de long terme. C'est des guerres instantanées parce que ça prend par exemple 14 minutes pour cette arme-là pour atteindre la plupart des capitales européennes. On parle de la capacité de la Russie de disposer d'une arme qui est capable de créer un effet tsunamique dans les océans, de capacité à soulever la mer et qui fera en sorte que l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui est une île, sera immergée. Donc, instantanément, des armes sont capables d'immerger tout le pays. Alors, si le pays est immergé et que tout le monde se retrouve sous l'eau à 100 ou à 200 mètres, comment l'armée peut se déployer? Comment les gens peuvent être sauvés? Donc, j'ai l'impression que nous jouons avec l'instinction
n'est-ce pas, de l'humanité sur la base des dirigeants qui sont obnubilés par la puissance, par la domination, au lieu de revenir à la raison, au vivre ensemble, aux règles de justice, de paix et d'équité, de solidarité pour un monde meilleur. Voyez. Et donc, ces dirigeants doivent quand même comprendre que nous sommes en train de tutoyer. Pour sortir, Monsieur Ché. Une forme d'extinction de l'espèce humaine, et me semble-t-il. Et donc, quand on estime qu'avec ces armes un peu déployées dans le monde, on peut rapidement atteindre la Russie, et la Russie n'aura pas la capacité d'atteindre le territoire américain, je pense qu'on est en train de se tromper sur toute la ligne. J'ai le sentiment qu'ils sont conscients de ça, mais ils procèdent un peu par effet surprise, ils procèdent par la ruse, il procède par la technique du temps long pour amener à pouvoir défaire ce que la Russie a comme une arme. Les Russes l'ont compris, en tout cas Poutine l'a compris depuis 1990, il s'est mis au travail pour doter la Russie en tout cas d'une forme de protection qui fait en sorte que ce soit les armes spatiales, que ce soit les armes, les ICBM, les missiles balistiques et supersoniques, que ce soit les ogives nucléaires, eh bien, leur capacité est capable de détruire toute l'humanité en un temps record. De ce point de vue, je crois toujours à leur capacité à garder la tête froide, à maîtriser les enjeux, à ne pas laisser les vents en guerre provoquer une guerre qui sera, je dirais, terrible pour toute l'humanité, même s'il y a des survivants. Même si certains pensent dans leur rêverie qu'ils vont aller pour sortir, M. Ché, nous sortons par là. Ou encore aller sur Mars, eh bien, cette rêverie-là, me semble-t-il, va très rapidement connaître toute la limite de l'inconscience, de l'irraison humaine, également de la folie des hommes parfois qui veulent entraîner l'humanité dans une destruction assurée. Merci à vous, M. Ché Lolosso. Mais prendront-ils le risque de pousser la Fédération de Russie à bout? Surtout qu'au regard de tout ce que vous énumérez chez Lolosso, un missile balistique hypersonique Orychnik peut toucher la capitale Paris à moins de 20 minutes seulement. C'est juste pour la petite précision. Alors, Henriette Tangana, jusqu'où iront les États-Unis dans cette politique d'agression? Bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que l'erreur que commet l'Occident aujourd'hui est à chaque fois de sous-estimer la capacité de riposte de la Fédération de Russie. Je ne crois pas qu'ils sous-estiment, je crois qu'ils se comportent comme de grands enfants. Vous savez, quand vous avez un enfant et qui essaie de mettre la main au feu et que vous lui dites « non, tu vas te brûler », dès que vous tournez le dos, il essaye. Et on l'attrape. Et vous savez qu'en matière d'armes, on fait des annonces et on fait des essais. C'est toujours secret. Donc il y a toujours une différence entre l'annonce et la réalité. Donc quand Poutine a annoncé avoir des armes, en tout cas des vecteurs aériens hypersoniques, les gens se disaient oui, c'est une annonce. Oui, mais bon, la vitesse, c'est pas vraiment ça. Je peux vous dire que quand on a lancé Orychnik, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. D'abord, il faut comprendre comment un missile anti-missile est un système automatique. Il n'attend pas qu'on vienne appuyer. Il détecte, et il y a des radars qui l'équipent, qui détectent la présence d'un missile, et il déclenche le tir. Après le calcul de la trajectoire du missile balistique, parce qu'un missile balistique a une trajectoire prédictible. C'est pour ça qu'on dit qu'il est balistique. Et le missile antimissile tire pour qu'il y ait intersection des deux trajectoires, c'est-à-dire, en réalité, pour que le missile anti-missile détruise le missile qui est en attaque avant qu'il ne tombe. Très loin. Est-ce que vous avez vu la défense anti-aérienne bronchée quand Orychnik est tombé? Il n'y a même pas eu, c'est-à-dire que ça allait tellement vite que la défense anti-aérienne n'a pas bougé. Quelqu'un qui analyse les théâtres d'opération et les armes, moi, je n'ai jamais vu ça. J'étais impressionné par la vitesse,
par la portée et par la précision. Et Boutine a dit, ces armes-là, nous sommes les seuls à les avoir. Et les Américains le savent. Mais ils ne vont pas le dire, sinon ils se sont très faits. Ils bluffent. Ils bluffent. Ça, c'est clair. Ce qui est sûr, Poutine a ajouté, je sais que les autres travaillent pour nous rattraper. Donc les Américains vont commencer à travailler pour les rattraper. Et que pour l'instant, eux, on l'avance. Très bien. Il faut comprendre alors pourquoi on essaie d'encercler la Russie. Si vous êtes trop proche de la Russie, même avec un missile Mach 1, s'il a la frontière russe, ça ne prend que quelques secondes et il tombe. Même s'il ne va pas vite. Voilà. Alors que le même missile Mach 1 qui quitte de Paris, ou de, je ne sais pas, les missiles qu'on a donnés à trucs qui sont en réalité des Mach 08, les missiles français et britanniques. La vitesse réelle, on n'est même pas à Mach 1. Storm Shadow et Scalp. C'est pas avec ça. Storm Shadow et Scalp. Britannique, Storm Shadow et français, Scalp. Oui, en effet. Voilà. En revanche, si vous êtes à la frontière russe et que vous le lancez, ben, ça fait quelques secondes. C'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine dit vous ne pouvez pas être à une distance, à une trop grosse distance, comme ça, sinon mon intégrité est menacée. C'est la raison pour laquelle, imaginez l'Ukraine dans le temps, vous rêvez. Je dis bien, vous rêvez. Eux veulent, d'ailleurs, c'est une provocation qu'on essaie de mettre l'Ukraine dans le temps, tout le monde le sait, tout le monde a compris qu'il y a eu ce genre de problème quand Cuba a voulu avoir des missiles russes sur son sol. Tout le monde se souvient du problème de la baie des cochons à Cuba. On était proche de la guerre. Les Américains ne pouvaient pas accepter que des missiles russes soient à Cuba, c'est-à-dire à pratiquement quelques secondes des États-Unis. C'est la même chose. Ça veut dire qu'ils n'accepteront pas. Et vous avez les États-Unis qui, eux, poussent. Eux poussent parce que, évidemment, ils poussent l'Ukraine à faire une guerre qui ne sert à rien. Parce que si vous voyez le nombre de morts, c'est un massacre ce qui se passe en Ukraine, on n'en parle pas. C'est un massacre, et le massacre est dû au fait que ce ne sont pas les soldats américains qui partent dans les cercueils. C'est la vraie raison. C'est la vraie raison. Et donc, ils continuent, on leur livre les armes. Et pourquoi? Nous revenons dans des raisons économiques. Le Japon, la Chine, les pays des BRICS en général, ont battu les États-Unis dans le commerce. Ces pays-là veulent sortir du dollar. Et la seule chose que les États-Unis peuvent encore vendre pour équilibrer la balance des paiements, c'est les armes. Les États-Unis imposent alors à tous les pays de l'OTAN 4% du PIB, tout en sachant que ces 4% de chaque pays vont aux États-Unis pour acheter les armes. C'est de ça qu'il s'agit, hein? Parce que ce déséquilibre commercial-là signe la fin du dollar. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie internationale qu'on appelle le dollar, alors que les États-Unis ne vendent plus rien au monde. Au contraire, c'est déjà le marché de tous les autres. En fait, c'est la vraie raison. Vous avez entendu quand Trump dit voilà, je vais augmenter les droits de douane. C'est la vraie raison. C'est-à-dire que si vous n'achetez plus américain, eux, ils vont continuer à produire le dollar parce que vous en avez besoin. Il s'en suivra une forte inflation. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont des problèmes avec la Chine. Vous vous souvenez quand Barack Obama disait non, votre monnaie est trop faible, rehaussez-la. C'est la vraie raison. À ce moment, les productions américaines standards ne sont plus compétitives. Et la seule chose qui est encore compétitive que les États-Unis peuvent vendre, ce sont les armes. Non seulement ça coûte cher, ça se vend et ils développent leur armée pour rester puissants. C'est ça le macabre qu'il y a en Ukraine. Si vous essayez de raisonner ça autrement, démocratie, tout là, vous n'avez rien compris. Donc tous les pays de l'OTAN qui livrent les armes à l'Ukraine,
vont acheter, vont renouveler leur matériel militaire aux États-Unis, relancer donc l'industrie américaine et empêcher la chute du dollar. Parce qu'il y a la chute du dollar voulue, parce que les pays qui font de plus en plus le commerce ont besoin d'avoir leur autonomie. Ils ne peuvent pas accepter ça. Mais il y a une chute du dollar de fait, comme je vous ai expliqué au début, c'est le seul pays qui prend dans le monde en imprimant du bien. Voilà. Mais pourquoi il est limité? Parce que s'il en imprime trop, ça crée une inflation terrible. Et si ça crée une inflation, le même dollar ne vaudra plus rien. Ils sont donc obligés, en même temps, de reprendre ce dollar-là pour qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Et la seule façon de reprendre le dollar qui est dans le monde, c'est de vendre. Voilà. Pour sortir, Henri. C'est la seule façon. C'est économique. Je vois que vous voulez poser une question. Non, je voulais que vous sortiez pour qu'on puisse prendre les premiers appelants de la soirée. Ok, d'accord. Donc voilà, je me disais que vous vouliez déjà que je sorte. Donc voilà. Donc c'est ça que c'était ça. Donc je disais qu'Orejnik est assez puissant pour qu'on en ait peur. Et aujourd'hui, si vous observez très bien, quand vous voyez la sortie du ministre de Sergueï Lavrov, il est en train de dire aux gens, nous on ne veut pas la guerre nucléaire. Mais si vous nous y forcez, on va la faire. En fait, s'ils la déclenchent, ils vont dire nous vous avons prévu qu'on ne voulait pas. C'est ça sa sortie. Nous vous avons prévu qu'on ne voulait pas. Nous avons voulu sortir des accords. On a même proposé nous-mêmes des accords pour que ça n'arrive pas. Ils sont sortis. Si ça arrive, ce n'est pas de notre faute, je ne sais pas. Voilà. Alors, M. Seydou réagit depuis le Niger. Vous êtes le premier au standard. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Bonsoir et bienvenue, Seydou. Moi, c'est Seydou depuis le Niger. Et j'aimerais intervenir vraiment pour les questions du nucléaire. Et vraiment, c'est étonnant quoi, de voir la Russie faire ses effets sur ce monde. Et nous, les Nigériens qui sommes prêts à... Alors, ne cherchez pas à vous réécouter à la maison, M. Seydou. Allez-y, vous êtes à l'antenne, c'est vous qui avez l'antenne, c'est vous qui êtes en train de parler. Ne cherchez pas à vous réécouter à la maison. Alors, est-ce que vous me recevez, M. Seydou? Oui. Oui, baissez complètement le volume de votre télévision ou alors éloignez-vous tout simplement. Ne cherchez pas à vous réécouter à la maison. Ça nous fait mal. Et on a vraiment peur parce qu'on ne sait pas avec qui maintenant avoir des relations. Et parce que, comme vous le savez, le Niger, on n'a pas assez de matériel et de personnes qualifiées pour pouvoir exploiter notre pays avec qui on essaie d'avoir des relations. Et moi, je me demande à chaque fois qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces bombes qu'ils sont en train de construire. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Il n'y a pas un autre monde avec qui on va partir en guerre. C'est le même monde. Et donc, vraiment, moi, je reste ferme à ce qu'on garde notre propre minerai, parce que tous ces armes nucléaires viennent de cette matière première, qui est le kek. Et donc, vraiment, moi, je reste ferme que mon pays puisse garder notre propre bien avant que le jour... Parce que le jour viendra, Inch'Allah, le jour viendra où on aura des personnes qualifiées et des technologies qualifiées pour pouvoir utiliser notre propre minerai. Et parlons bien sûr de la monnaie qui nous gangrène. C'était hier que j'ai voulu intervenir. Hier, quand vous avez parlé du Niger,
J'ai appelé maintes fois et l'appel n'a pas été malheureusement pris. Maintenant, à ce qui concerne votre thème d'aujourd'hui, vraiment, ça fait peur, hein, ça fait peur. Ça fait peur. En tant que Nigérien, ça fait peur. Merci. Faut-il s'en inquiéter de toutes les façons? Merci. Tout à l'heure, nous avons l'occasion d'évoquer le volet implication, notamment sur le continent africain, au regard justement de l'évolution de la situation du côté de l'Ukraine, mais surtout de l'agression que subit la Fédération de Russie. Et quelle sera la réaction du président russe Vladimir Poutine se dirige-t-on vers cet affrontement nucléaire tant redouté jusqu'ici? Le jeune panafricaniste, vous êtes également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Guinée. Bonsoir, chef panafricanisme. Bonsoir. Vraiment, je suis très content de vous voir ce soir. Alors, pour revenir sur les propos du ministre des Affaires étrangères de la Russie, vous voyez, l'OTAN, il a tout dit. Il a tout dit, l'OTAN n'est pas là pour résoudre un problème. L'OTAN est là pour détruire. C'est comment on appelle ça? C'est un clan qu'ils ont fait, les Européens, pour pouvoir nous dominer. Et nous, on ne comprend pas cela. Nous, on ne comprend pas cela. Jusqu'à même, ils viennent mélanger même l'Afrique. Et c'est comme ça. Vraiment, ils sont solidaires. C'est comme ça que l'Afrique devait être solide. Devrait être solide comme si un seul homme. Sinon, l'OTAN, regardez un peu la Syrie, la Libye, l'Israël, même l'OTAN même à la base. Tout près ici, l'Ukraine, l'OTAN est à la base. Regardez ce qui se passe au Rwanda. C'est-à-dire, on dit, méfions-nous des gens qui ne sont pas bons, mais nous-mêmes, on ne se méfie pas. Vraiment, c'est que le ministre, en tout cas, je soutiens les propos du ministre des Affaires étrangères de la Russie. C'est pourquoi j'appelle ce soir, c'est plus le soutenir, c'est plus dire merci de ce qu'il a dit, il a dévoilé. Ce que nous, on ne peut pas dévoiler, c'est ce qu'il a dévoilé. En tout cas, je lui dis merci beaucoup de ce qu'il a fait. Merci, en tout cas, merci aussi à Foyu Média de nous avoir permis à écouter cet homme, parce que si il n'y avait pas Foyu Média, en tout cas, il ne devrait pas avoir des informations sur l'Afrique. Vraiment, merci beaucoup et bonne émission. Que Dieu fasse que demain nous trouve ensemble. Merci et merci. C'est nous que vous disons merci, le jeune panafricaniste. Je pense que c'était depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour votre soutien quotidien. Merci surtout à tous ceux qui prennent le soin d'interagir avec nous au quotidien, même à ceux qui n'arrivent toujours pas à nous avoir au standard, mais qui sont toujours là, présents, que ce soit sur le chat ou pas. Merci à vous. Nous avons un autre appelant depuis Bamako, au Mali. Bonsoir à vous et bienvenue. Oui. Bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Boubacar Maïga, Bamako. Bonsoir à vous, Boubacar Maïga. Moi, je crois que les Poutine l'a dit une fois, s'il y a la guerre des États-Unis et la Russie, personne ne survivra. On a vu le problème de Tchernobyl, non? Les liens de radioactifs ont été exclus. Seulement. Même si vous devez affecter les missiles, qu'est-ce qui va se passer? Mais ces Européens, là, c'est terrible. Il faut qu'on nous les Africains, on n'a pas de moyens, on n'a pas la force, on n'a pas le truc. Mais finalement, moi, je crois qu'ils n'ont qu'à finir le monde. Et les gens qui vont survivre vont conduire le monde après nous, quoi. Sinon, vraiment, moi, je ne peux pas comprendre ça. Comment est-ce qu'on peut être idiot jusqu'à ce point? Excusez-moi le terme. Même si les missiles sont interceptés, qu'est-ce qui va se passer? À forte raison, quand les missiles tombent à terre. Mais ils réfléchissent comment? Joe Biden, lui, il est en fin de vie, il s'en fout. Même s'il meurt aujourd'hui, ça ne lui dit rien. Il est en fin de vie. Il veut tout faire pour empêcher Donald Trump
Je n'aime pas Donald Trump, hein, mais il veut tout faire pour empêcher Donald Trump de monter au trône, parce que quand il faut déclarer la guerre, bah alors, les élections de Donald Trump vont tomber à l'eau. Voilà la stratégie de Biden, qui en prévit. Un clochard qui c'est terrible. Et les Américains, les pays, les Européens ne doivent pas s'asseoir et regarder ça. Un seul missile qui tombe sur la France, là, c'est pas pareil. Si la France, ça va exterminer toute la France. L'Angleterre, on n'en parle pas. Les pays qui sont à côté de la Union soviétique, on n'en parle pas. Même si on arrive à intercepter ces missiles-là, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment que Dieu fasse qu'on puisse arrêter ces missiles, honnêtement. Merci et bonsoir. Bonne soirée également à vous, depuis votre position à Bamako, au Mali, notre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Ngué. Je salue très respectueusement les invités de ce soir. Alors, je voudrais d'abord, en prélude, vous présenter mes excuses par rapport aux reproches que vous avez eu à faire hier, compte tenu au regard, n'est-ce pas, des propos que j'ai tenus et qui ne seraient pas trop bien compte tenu de votre ligne éditoriale. Alors, je comprends aisément que, autant que nous sommes, nous devons tous faire en sorte que notre bébé commun, For You Media, puisse survivre vraiment et vivre longtemps, éternellement, pour que vous puissiez jouer correctement votre rôle d'éveilleur de conscience. Alors donc, sur cette base-là, je comprends très bien ce que vous avez dit et c'est pour ça que je reviens maintenant pour vous dire, à mon oublier je viens vous présenter les excuses par rapport à ce qui était dit hier. Ouais, donc on était tellement déçus, c'est la désolation, la déception même qui fait qu'on va pendant ce temps-là, on ne s'appâterait pas parce qu'on était tellement exacerbés, mais on a compris, nous vous prions de vous excuser. C'est tout ce que j'ai envie de dire ce soir. Je reviendrai demain pour la suite. Merci à vous. Merci pour votre message. Merci. Cela est pris en considération, bien évidemment. Bonne suite des programmes aux côtés, bien sûr, de votre média panafricain, For You Media Africa. Un autre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, est-ce qu'il nous reçoit? J'ai l'impression que nous l'avons perdu, mais les codes d'accès sont affichés. Vous pouvez réagir sur la thématique de la soirée, qui est d'ailleurs la seule au... Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir au plateau. Bonsoir à toute l'équipe de For You Media. Je remercie le frère Tselou et l'aîné Henri Atagana pour leurs brillantes analyses. Je vais commencer par dire que le sens de responsabilité, le sens d'humanité et la patience dont a fait montre et continue par faire montre aujourd'hui la Russie est hors norme. Et je pense quand même qu'il suffirait moins que ces provocations pour que les États-Unis démontrent leur force et comment l'appelle-t-on, apportent la catastrophe sur la Terre. Et je vais vous inviter à regarder de près l'armoirie des États-Unis. Vous verrez l'aigle qui porte dans son bec une fleur et à ses pieds des flèches. Ce que cela signifie, c'est quoi? Ils sont dans cette logique de la violence. On vient par diplomatie d'abord vous convaincre à les suivre. Lorsque vous ne les suivez pas, ils viennent avec la force. Et pour déployer d'abord cette diplomatie, il ne faut pas oublier que le Vatican est dans leur stratégie également et communique avec eux. Vous voyez? Donc c'est cela. Ils ne sont toujours que dans la logique de la violence. Et ce qu'il faut remarquer, il ne faut jamais oublier, c'est que sur Terre, il y a des espèces extraterrestres et il y a des humains. Et les humains, ils sont moins nombreux que ces espèces d'extraterrestres qui
se multiplient également, qui remplissent la terre et qui sont prêts toujours à provoquer la catastrophe. Et je crois que c'est dans cet ordre qu'on peut placer tous ces pays occidentaux aujourd'hui qui pilulent sur la terre et qui ne veulent pas faire accorder la moindre paix à la terre et à l'humanité. Je crois que dans cette logique, s'il continue, c'est le monde entier, le reste des humains, ceux qui ont le sens de la responsabilité et qui ont Dieu en crainte, qui vont se léguer contre eux. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Je crois qu'il est temps que tous ces pays quand même essayent de comprendre et avoir raison, et comme raison gardée, de provoquer cette catastrophe qui est qu'on est en train d'observer aujourd'hui sur la Terre. Et je vais dire également que vous, si vous êtes aux États-Unis, moi je suis aux États-Unis, ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? C'est que même dès l'enfance, lorsque les enfants sont nés, on leur inculque ça. Et ils grandissent avec ça. Vous rencontrez un Américain ici, surtout les Blancs américains que vous rencontrez ici, vous allez observer dans leur langage et dans tout ce qu'ils font, ils vont vous faire comprendre qu'ils sont les meilleurs sur la Terre, ils sont les plus puissants sur la Terre. Et par conséquent, ils n'ont aucun respect pour aucune personne, et surtout particulièrement les Noirs. Vous voyez? Donc je crois quand même que le monde humain, ceux qui ont encore cette humanité en eux, continueront par œuvrer et faire en sorte quand même que ces extraterrestres comprennent raison. Que Dieu nous en garde et que Dieu protège surtout l'Afrique qui est toujours en retard aujourd'hui par rapport à toutes ces velléités qui n'est pas encore prête à s'armer et pour contrer toutes ces menaces qu'on voit sur la Terre. Merci et bonne continuation de votre émission. C'est nous qui vous disons merci pour votre contribution. Merci à vous d'avoir réagi une fois de plus. Nous allons rester au standard pour les 7 prochaines minutes avant de retrouver nos invités chez Lou Lawson ou encore Henrietta Ngana. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Guéné. Bonsoir, Henri. Bonsoir, celui-là. M. Guéné, permettez-moi de saluer Henri Atangana. Ouais, vraiment, c'est une bibliothèque. Vraiment, vous tous vos invités, celui qui est au Canada avec Henri, vraiment, ils sont à hauteur. On doit les remercier. Ce sont des bibliothèques. Ils nous donnent des informations que vraiment, toi-même, quand tu écoutes sur les antennes même, tu es fier même de toi. Henri, vraiment, merci beaucoup pour ce combat que tu fais pour nous sensibiliser. Nous demandons que souvent, qu'on puisse avoir ces deux-là à une grande émission pour qu'ils vont nous sensibiliser. Parce que ce que les deux là disent là, c'est très important pour nous. Vraiment, c'est très important. Je voulais tirer mes chapeaux à eux. Et M. Guéné, si ça peut arriver à Paris en 20 minutes, moi je prie Dieu que ça là, que cette prière-là, que ce jour-là, que ça va arriver. Dans 20 minutes, si ça peut arriver à Paris là, et ça c'est tout mon prière. Que ce vœu-là, que Poutine n'a pas fait, que ça va arriver à Paris dans 20 minutes là. C'est que j'ai entendu ça là. Tellement, je veux prier même, que ça là, ça puisse même pas. Que ça puisse être vite même. Parce que c'est une fierté. Voilà. Ce que j'ai entendu que ça arrive à Paris, là, c'est ça même que je veux. Je souhaite ça. Inch'Allah. Mais ça va exister, Inch'Allah. Un jour. Et merci beaucoup. Et bonne émission à vous. Et merci beaucoup, Ali. Et merci beaucoup, M. Guéné. Et merci à tous les techniciens de Forum Média. Et bonne soirée. Bonne soirée également à vous. 2, voire 3 derniers appelants avant de revenir sur le plateau. Bonsoir à vous et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à nouveau, M. Guéné. Il semble que c'est la connexion qui avait de problèmes, donc j'ai été coupé. Je suis revenu maintenant par rapport à la situation de la Russie. Alors, quand la Russie dit avoir de la répugnance pour une guerre nucléaire avec les États-Unis, cela ne veut pas dire que la Russie n'a pas la capacité de tenir dans une telle guerre, non. D'ailleurs, la toute première puissance mondiale en matière, c'est elle. Maintenant, le président Vladimir Poutine, nous constatons que c'est quelqu'un qui aime être quand même doux. Et il raisonne d'une manière que vraiment parfois,
ça nous fait un peu mal. Si je dis ça, c'est parce que ceux du camp d'en face, ils ne comprennent pas le langage de douceur. Ils ne comprennent pas qu'on aille avec douceur, avec tranquillité. Non. Ce qu'ils aiment, c'est la violence. Ce qu'ils aiment, c'est ça. Et donc, si c'est à ce prix-là que nous aurons la paix, vraiment, moi je pense qu'il faut y aller. Si c'est à ce prix que l'Afrique, tout le monde entier aura la paix, il faut qu'on aille là. Parce que ce qui se passe ici, il n'y a que lui maintenant pour réussir à discipliner ces gens-là. Ils veulent se montrer le plus fort, le plus puissant, et ils font tout pour créer des guerres et ils ne se nourrissent que de ça. Il faut qu'on réussisse à leur dire, ou de bon, non. Et donc, moi, je voudrais demander au président Vladimir Poutine que l'excès en toutes choses, oui, c'est bon d'être doux, c'est bon d'être patient, c'est bon d'être affable, mais quand ça dépasse les limites, ce n'est plus bon. Voilà. Bonne émission à vous. Très bonne émission également. Vous, merci pour votre contribution. On va rapidement prendre un dernier appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. D'accord. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Akandana. Je salue aussi M. Cheou Lawson par rapport au sujet d'actualité. Vraiment, je ne sais pas vraiment comment remercier les deux intervenants. Mais vraiment, je vous félicite. Soyez plus venus sur le plateau. Ce n'est pas facile de donner des idées vraiment éloquentes. Surtout lorsque Cheou Lawson est attendant dans des idées vraiment, ça m'amène vraiment à dire beaucoup de choses par rapport à l'idée. Je voulais dire, par rapport à ce que Lavrov vient de dire, je suis d'accord. Mais la seule solution aujourd'hui, c'est la guerre aujourd'hui. Parce que, je le dis toujours, Vladimir Poutine est toujours doux avec les Occidentaux. Mais ces gens de personnes, lorsqu'on est doux avec eux, ils n'entendent pas. La solution, c'est qu'on les met un peu de piment dans leur sauce. Lorsqu'on va mettre un peu de piment dans leur sauce, vous allez voir que ça va calmer leur ardeur. Mais si on va rester toujours dans les affaires de communication, de diplomatie, il serait un peu compliqué. La Russie détient toutes les armes aujourd'hui pour pouvoir affronter les États-Unis. Donc nous voulons que la Russie dépasse maintenant les limites. Il doit dépasser les limites maintenant. Et ces limites, c'est d'attaquer premièrement les 3 pays occidentaux que je veux. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Lorsqu'on arrive à au moins avoir les 3 climats au niveau de l'Europe, je vous assure que la population états-unienne va se révolter contre maintenant les autorités américaines. Et il sera maintenant compliqué pour eux de pouvoir faire la guerre. Et cela va maintenant anéantir ce que nous appelons aujourd'hui l'ONU. Parce que c'est grâce à la Deuxième Guerre mondiale qui a été créée l'ONU. Et c'est grâce à cette organisation aujourd'hui que les États-Unis sont en train de manipuler le monde à travers le monde entier, à travers cette monnaie que nous appelons le dollar. Et de plus, la création aujourd'hui du BRICS fait peur aux États-Unis, tellement qu'ils ont peur de perdre leur puissance mondiale. Donc, ayant peur de perdre cette puissance mondiale, donc ils sont en train de faire tout pour provoquer encore une troisième guerre mondiale. Donc, je demande, est-ce que tout cela ne met pas à l'écart l'Afrique? L'Afrique est appelée à cette guerre. Donc, préparez-nous. C'est pourquoi je demande à tous les pays africains de faire tout et tout pour qu'on puisse au moins s'armer, d'avoir au moins des armes nucléaires. C'est ça l'essentiel. Sans ça, il serait un peu compliqué. Donc, c'est ma petite contribution que je demande. Donc, voilà. Ma petite contribution, soyez bénis, bonsoir, et c'est M. Abdoulaye depuis le pays.
Monsieur Abdoulaziz Depul Togo, elle est loin d'être modeste, votre contribution. Merci à vous. Alors, chez Lawson, nous avons encore 8 minutes à passer ensemble. Je pense que chacun aura droit à 3 minutes de temps de parole. Chez Lawson, vous avez suivi certaines réactions. Les événements se déroulent à des milliers de kilomètres, mais on se montre inquiet sur le continent africain. Y a-t-il vraiment des raisons de se montrer inquiet en Afrique, chez... Bien évidemment. Nous avons tous les éléments pour être inquiets sur le continent africain. Vous savez, toutes les guerres qui ont endeuillé l'humanité, quand on prend juste les 2 dernières guerres mondiales, la Première Guerre mondiale, cette guerre-là n'avait rien à voir avec l'Afrique. Mais tout a été décidé sur le continent africain en termes de nombre de morts. C'est-à-dire que ces pays européens, qui est le territoire, le continent le plus violent que l'humanité ait connu, à chaque fois qu'ils créent des conflits, ils sont rapidement débordés. Et la Première Guerre mondiale a démontré comment c'est en Afrique qu'ils sont venus chercher nos ancêtres, n'est-ce pas, comme soldats pour aller mourir sur le continent européen. En termes de ressources, de support, d'efforts de guerre, c'est le travail forcé sur le continent pour ramasser, n'est-ce pas, de la nourriture et également des biens pour pouvoir aller supporter l'effort de guerre. Mais également, c'est nos ressources stratégiques dont on a mis la main. La Deuxième Guerre mondiale également, l'Afrique n'était pas partie prenante de cette guerre. Mais regardez tout le prix de sang que l'Afrique a payé. On vient de fêter les 80 ans du massacre de Tchare, mais au-delà de ce massacre, c'est plus de 82 000 Africains qui ont été massacrés. Et les premiers soldats, il faut le souligner, les premiers soldats qui ont été mobilisés, c'est au Cameroun qui sont partis. Mais l'histoire ne le dit pas. L'histoire, on l'a mis tout simplement, on l'a mis dans un angle mort. Et les faibles, ceux qui ont perdu la guerre, sont devenus subitement des héros avec un narratif absolument époustouflant. Mais ils ne disent pas que c'est les Africains, c'est les Camerounais, c'est de l'Afrique centrale que c'est parti les premières troupes, appuyées par la suite également par l'AOF. Donc voilà le prix, le prix que l'Afrique paye. Alors s'il y a une prochaine guerre qui va encore endeuiller l'humanité, bien évidemment que nous ne sommes pas partie prenante des tenants et des aboutissants, mais nous allons payer un prix fort parce que les migrants... On va quand même pas servir de chair à canon une nouvelle fois chez Lawson. Nous n'allons pas servir à nouveau de chair à canon. Et puis, quand on parle des missiles, de leurs composantes, des semi-conducteurs, tout ça, eh bien, les minerais rares, c'est au Congo. Et c'est justement ce qui explique l'arrivée du président Biden en fin de règne. Pourquoi? Pour inaugurer un chemin de fer, le projet de Libido, Lobito, ou je ne sais pas. Lobito, le corridor de Lobito. Depuis les minerais stratégiques du Congo et de l'Angola vers l'océan Atlantique, en faisant opposition justement au chemin de fer chinois. Donc vous voyez, c'est le même mécanisme. Pour sortir, monsieur Ché, nous sortons par là. On pense exactement comme le temps de la colonisation, les chemins de fer, c'est de faire partir les minerais vers l'extérieur. Aujourd'hui, la même dynamique se répète pour pouvoir faire toujours de l'Afrique un continent d'une économie extractive sans réellement penser au bien des Africains. Et donc, quand une guerre va arriver, eh bien, on va se retrouver encore dans cet engrenage. Et le dernier élément qu'il faut aussi ajouter, c'est que les guerres nucléaires, c'est pour détruire ces pays. Et donc, c'est l'Afrique où les réfugiés vont affluer, justement parce que c'est là où la vie a commencé. Et si la vie doit persister sur la Terre, c'est encore dans les tropiques, dans le climat tropical. Et donc l'Afrique est en danger sur tous les plans. Il me semble qu'il va falloir que les Africains ne restent pas de façon assez distante face aux conflits mondiaux, qui tapent leurs mains sur la table parce que eux également, c'est les Africains qui ont porté la vie jusqu'à aujourd'hui.
Et le futur de la vie sur Terre, c'est encore les Africains. Et donc, de ce point de vue, eh ben, on ne peut pas laisser ceux qui, par la suite, sont arrivés entre-temps menacer cette longue traversée de l'humanité. Merci à vous, M. Chi. La Russie n'a jamais perdu de guerre. Je termine là. La Russie n'a jamais perdu de guerre. Elle a été toujours blessée, mais elle s'est toujours relevée. L'histoire le montre. Donc, ceux qui pensent que la Russie va être facilement battue se trompent, puisque c'est un pays continent, c'est le plus grand pays au monde, et de ce point de vue, il dispose quand même des ressources en termes de territoire pour pouvoir faire face à toute menace, en tout cas d'extinction, quand il s'agit d'un conflit nucléaire. Merci à vous, M. Chelou Lawson. Vous le dites, un pays continent, plus de 17 millions de kilomètres carrés. Merci à vous. Alors, Henri Atangana, en 2 voire 3 minutes, quelle est la place que le dialogue, ou du moins les négociations, peuvent encore occuper dans un tel contexte? Dialogue, négociation, avec bien sûr avec l'arrivée annoncée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Oui, il y a beaucoup de place à de la négociation. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va mettre quelqu'un qui est beaucoup plus commercial qu'un guerrier, même s'il va faire des guerres commerciales, mais il n'est pas enclin à la guerre proprement dite. Ça peut changer, donc les négociations peuvent aboutir. Mais j'ai quand même envie de rappeler aux uns et aux autres que quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute une guerre est certainement trop bête. Et cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. C'est Albert Camus. Toutes les guerres commencent et tout le monde se dit « non, ça ne peut pas durer, c'est trop bête. Ah non, on en appelle au bon sens. Non. » Mais la bêtise finit toujours par insister. Donc il faut faire attention. Faut vraiment, moi je pense que les États-Unis, ils doivent. Le problème aujourd'hui, c'est que les États-Unis n'ont pas de. Ils n'écoutent que la violence. Ils ne négocient pas. Si vous êtes fort, ils vous écoutent. Si vous n'êtes pas fort, ils ne vous écoutent pas. Je sors par là. Merci à vous, Henri Atangana, Chelou Lawson, les 2 invités de cette dernière édition de la semaine de votre émission, Le Point sur l'actualité. Merci à nos nombreux téléspectateurs, toujours aussi nombreux au quotidien, à suivre nos différentes émissions sur les antennes de For You Media Africa. Nombreux téléspectateurs, nombreux téléauditeurs sur nos différentes plateformes, Facebook ou encore YouTube. Et comment ne pas remercier nos auditeurs qui nous prennent également en relais au quotidien via les ondes à 96.3 FM. Merci à vous. Vous êtes également de plus en plus nombreux. Merci à la grande équipe, à la réalisation. Merci à vous pour le magnifique travail que vous abattez au quotidien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de week-end à tous.